un recul pour la vaccination qu'a constaté le gouvernement en cause une défiance face au vaccin. Même constat en province nord où seulement 10% des adultes ont été vaccinés. Sur le terrain, le personnel de santé, conscient du problème, tente de se montrer plus convaincant. Reportage dans les dispensaires de Wailou et Poindimi qui enregistrent un fort taux d'annulation. Ça marche. Ça va aujourd'hui? Ça va. Parfait, merci. Annick est âgée d'une cinquantaine d'années et ne présente aucune comorbidité. Elle n'est pas prioritaire à la vaccination et pourtant elle a rapidement obtenu un rendez-vous. J'ai envie de le faire et tout, ça me protégera avec ce que... Parce que c'est vrai qu'on entend plein de choses, les inconvénients, voilà, et donc je veux dire, de toute façon, c'est un vaccin comme un autre. Alors que l'objectif fixé par le gouvernement est d'arriver à 2000 injections quotidiennes, depuis la fin du confinement, les Calédoniens sont de plus en plus nombreux à reculer face à la vaccination. Il y a aussi beaucoup de personnel de santé qu'on entend et que voilà, ils n'ont peut-être pas forcément la même façon de faire passer le message. Si Annick n'a pas été effrayée par ce qu'elle a pu voir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas de tout le monde. On veut un éclaircissement sur ce vaccin pour que tout le monde soit pas des cobayes à la fin, quoi. À Wailou, le médecin-chef note effectivement un début de campagne très timide. On attendait surtout qu'il y ait moins de désistements à chaque séance de vaccination, puisque là on en est à peu près à une cinquantaine par séance. On a fait une fois par semaine ici à Wailou. Et on a quand même une bonne dizaine de désistements, même parfois un petit peu plus. Face à ce constat, certains dispensaires de la province Nord ont décidé d'ouvrir la vaccination au plus grand nombre. Si tu veux venir cet après-midi, on est là pour la vaccination. À tout à l'heure, j'espère. Ici, on vaccine 3 jours par semaine. C'est le plus grand centre de vaccination de la côte Est. Victime lui aussi d'un ralentissement dans la campagne. L'équipe médicale a initié une communication auprès des responsables coutumiers. Chefs de clan et de tribus ont été approchés. C'est des référents qui sont écoutés et donc on s'est dit qu'en discutant avec eux, ils seraient à même de faire passer l'information qu'on leur aurait apportée. Une initiative payante car depuis une semaine, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre au dispensaire. Une campagne d'information devrait s'étendre à l'ensemble du pays. Il faudrait qu'au moins 70% des Calédoniens soient vaccinés. Comment convaincre les plus sceptiques? Pour en parler ce soir, Pascal Langealet, médecin à la DEPAS. Pascal Langealet, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on vaccine dans les 15 dispensaires du Nord, à Wailou et Poindimi. Sont des centres, les CMS de Wailou et Poindimi sont des centres de vaccination où on constate effectivement un ralentissement de la vaccination. Le personnel a décidé d'ouvrir la vaccination à l'ensemble de la population. Alors pourquoi il faut rapidement vacciner? Alors, il faut rapidement vacciner parce qu'on a la chance en Calédonie aujourd'hui de ne pas avoir de cas de Covid sur le territoire. Et si on vaccine toute la population, si l'épidémie se reproduit, ce qui est probable, parce qu'il y a beaucoup de variants qui apparaissent dans le monde, qui sont de plus en plus contagieux et qui seront donc de plus en plus difficiles à arrêter à la frontière, ça ne sera pas si simple. Et donc plus la population sera préparée à ça, moins on aura de malades graves et moins on risquera d'avoir une mortalité importante. Alors on l'entend dans le sujet, la communication est différente chez certains professionnels de santé. On pense notamment au collectif Réinfo Covid. Est-ce que vous vous y attendiez à ce ralentissement ? S'attendre au ralentissement, on ne savait pas trop. On n'est pas totalement surpris parce que du fait qu'il n'y a pas de cas sur le territoire, les gens se sentent peut-être un peu moins concernés qu'ailleurs. Il est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup de rumeurs paraissent et influencent les gens de toute évidence. Donc, si on assemble ces deux problèmes, effectivement, on n'est pas très surpris d'avoir un ralentissement.
Ceci étant, on voudrait bien que cela change, parce qu'on pense qu'il est extrêmement important que les gens se fassent vacciner le plus rapidement possible. C'est la seule façon de pouvoir lutter contre cette épidémie. Il y a eu une marche samedi dernier initiée par l'association EPLP et sur les banderoles on pouvait lire différents slogans dont celui-ci qu'on voit sur cette photo. Covid-19 égale grippe contagieuse non dangereuse. Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que la Covid-19 n'est pas contagieuse, n'est pas dangereuse ? Écoutez, les chiffres sont là pour prouver le contraire. On est à plus de 3 millions de morts actuellement dans le monde, et c'est un chiffre minimaliste, parce que probablement il y a plus de cas que ça, sans compter les gens qui ont des pathologies qui durent après le Covid. Faut bien savoir que on ne meurt pas toujours, mais qu'il y a des gens qui ensuite ont des problèmes respiratoires graves, ont des états de fatigue chronique qui persistent, ça leur crée des handicaps importants. Beaucoup ont beaucoup de mal à reprendre une activité normale derrière. Donc dire que ce virus n'est pas dangereux est une aberration. C'est un virus dangereux, il tue énormément, il entraîne une catastrophe mondiale, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, qui aura des conséquences sociales extrêmement graves. On ne peut pas minimiser ce qui se passe aujourd'hui. Ça me paraît aberrant. Depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires en France comme en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi les gens s'interrogent aujourd'hui sur la nécessité de se faire vacciner ? Pourquoi ils s'interrogent sur la nécessité ? Peut-être pour les raisons qu'on vient de donner, à savoir qu'ils ne pensent pas que ça va leur arriver, ils pensent que c'est pas grave et que c'est pas dangereux. Mais ils ont tort. C'est effectivement grave et dangereux. Pourquoi ce vaccin-là plus particulièrement ? Je crois que la raison, c'est que ça a été découvert rapidement et beaucoup de gens se sentent mal informés sur ce vaccin. Ils ont peur ils pensent qu'il est plus dangereux qu'un autre, ce qui n'est pas vrai. Actuellement, que les gens puissent avoir peur, justement, vous comprenez que les gens puissent avoir peur d'un vaccin élaboré en un an ? Oui, non, mais qu'on se pose. Alors, qu'élaborer en un an, c'est pas tout à fait exact. Je veux dire, un vaccin utilisable sur un grand nombre de personnes en un an, c'est ce qu'on a fait. Mais la technologie de vaccin ARN messager est une technologie qui est mise en point depuis 20 ans. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau comme ça. C'est un travail de longue haleine. C'est pas du tout apparu comme ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est une utilisation à grande échelle. Ça, c'est exact. C'est pas un vaccin dangereux. Je veux dire, on a une surveillance extrêmement précise de tous les effets secondaires. Il n'y a pas de danger particulier. Il y a eu un souci tout de même avec le vaccin AstraZeneca. Il y a des difficultés avec le vaccin AstraZeneca à cause de ces histoires de thrombose, mais rapporté statistiquement, c'est pas un chiffre énorme. Et en plus, c'est pas du tout celui qu'on a sur le territoire. Alors donc, il n'y a pas de raison d'avoir ce genre d'inquiétude. Justement, le gouvernement a fait le choix d'utiliser le vaccin Pfizer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une information qui reste floue auprès de la population, à savoir quel vaccin est injecté ? Alors, en Nouvelle-Calédonie, on n'utilise que le vaccin Pfizer, effectivement. C'est le seul vaccin. Donc, c'est un vaccin d'une technologie extrêmement moderne qui a notamment comme avantage d'entraîner une immunité certainement plus efficace. Et donc, on peut en attendre que du bien. Je veux dire, personnellement, je suis vacciné et je suis très heureux d'être vacciné par ce vaccin. Alors, à Poignemy, on l'a vu dans le reportage, les médecins ont décidé d'approcher les chefs de clan pour inciter les gens à venir se faire vacciner. Est-ce que c'est une démarche qui va être développée ? C'est une démarche qui est entreprise à d'autres endroits déjà sur le territoire. Ça s'est produit à Ponériouin, à Poya, à Canala, il y a bien d'autres endroits. Donc non, c'est une très bonne démarche. Et au-delà même de voir simplement les chefs coutumiers, il faut travailler avec eux, aller dans les tribus, parler avec les gens. Je l'ai fait pour ma part à Poya, je pense que c'est extrêmement utile et que c'est comme ça qu'on arrivera à rassurer les gens, leur faire comprendre que c'est pour leur bien. Le vaccin, il n'est pas dangereux, c'est pour leur bien. Ce qui est dangereux, c'est la maladie, c'est pas le vaccin, il faut le dire et le répéter, et qu'on est là pour les aider et que c'est quelque chose de bienveillant. C'est vraiment dans le but de sauver des gens, sauver des vies si jamais, par malheur, l'épidémie apparaît ici, ce qui est quand même très probable. Pascal Langealet, médecin à la DEPAS, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous en prie. Et l'actualité, c'est aussi cette explosion de cas de Covid-19 en Inde. Le pays a enregistré hier près de 353 000 personnes infectées en 24 heures. L'épidémie est devenue hors de contrôle. Décryptage avec Antoine Reyes et Prosper Poigot dans la revue de presse.
Dimanche dernier, le pays a enregistré plus de 350 000 contaminations en moins de 24 heures et déploré plus de 2800 décès. Le confinement, initié le 19 avril, est prolongé. Objectif, éviter de creuser davantage la crise économique et surtout soulager les hôpitaux saturés en cruel manque de besoins. Plus de lits, plus d'oxygène, des moyens dérisoires dans les centres de soins et des crématoriums à ciel ouvert en manque de place où même le bois vient à manquer. Un sentiment d'apocalypse fait face à ce redoutable variant. L'Inde pensait être quasiment sortie de l'épidémie en début d'année avec seulement 9000 contaminations par jour. C'est un effet boomerang qui s'est produit. Et que cette confiance sous enjeux politiques, les Indiens ont nagé dans une forme d'insouciance pensant être sortis d'affaire. Aujourd'hui, ce n'est plus un combat contre le virus, mais une course contre la mort qui est engagée. Pour le pays des divinités, gouverné par le nationaliste hindou Narendra Modi, l'heure est à l'humilité et l'appel à l'aide d'urgence. Plusieurs pays dans le monde se mobilisent comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, mais également des pays musulmans, le Pakistan ou l'Arabie Saoudite. Un élan de solidarité pour subvenir au mieux aux hôpitaux au bord de l'effondrement. On continue dans la santé avec le second volet de votre feuilleton consacré aux épidémies. Dans la région, les maladies infectieuses comme la lèpre ont fait de nombreuses victimes. En Nouvelle-Calédonie, celle-ci est apparue à la fin du 19e siècle. En l'absence de traitement, les malades étaient isolés. La première léproserie centrale fut installée à Bélep et a abrité jusqu'à 400 lépreux. Il y eut de nombreuses léproseries partielles sur le territoire, dont 2 à Lifou. Sur l'île, les traumatismes causés par cette épidémie restent dans la mémoire collective. Retour sur cette période avec Audrey Pouedi et Henri Nailolo. Una mina pan sega ko ko dali khota yagun e ko gamno ko to ko lamni mo ko lai chas ko ne kala no me uta se kaset que fino ka yara che kala ha o ko ko da fe ka be hura mi. Contrairement à ses parents, Makalueda n'a pas vécu à Peng. Et pour cause, face à la recrudescence des morts, la tribu a été déplacée un peu plus haut pour devenir celle que l'on appelle aujourd'hui Hapecha. Si les déplacements de Peng vers Chila ont débuté vers 1933, c'est parce qu'il a fallu du temps avant d'ouvrir cette léproserie centrale. Quelques années plus tôt, Marc Tivolier, alors docteur de l'île, demande aux chefferies de trouver un endroit pour centraliser les malades. Après 2 ans de pourparlers, un accord est trouvé entre l'administration et les chefferies. Le 17 novembre 1926, un arrêté du Conseil général stipule que tous les lépreux de Lifou seront réunis à Chila. Ici, c'était le cimetière des lépreux de Chila. Sur chaque tombe, il y avait un poteau en gaillac planté sur chaque tombe ici. C'est avec beaucoup d'émotion que Bélin, Manon et Félix reviennent à Chila. Leurs ancêtres ont été obligés de se déplacer vers la tribu d'à côté à Nang pour permettre l'installation de la léproserie. Des décennies plus tard, certains ont fait le choix de revenir s'installer, comme Manon Saoumin. Bon, j'étais heureux de fouler à nouveau les terres de mes ancêtres. Nous qui avons quitté Chila pour aller dans la tribu de Nang, et nous étions très contents de revenir chez nous, quoi, après 60 ans d'expropriation. Les lépreux réunis, le traitement des patients s'organise. Chila devient un petit village. Écoles, dispensaires ou encore travaux agricoles animent la léproserie. L'évolution des traitements permet à certains malades de guérir et de sortir de Chila. Le père et le grand-père de Bélin Lallié en font partie. Quand on vivait à la maison, une chose qui me surprenait, c'est que lui, il avait sa vaisselle à lui. C'était interdit qu'on touchait sa vaisselle. Il fallait qu'il ait ses affaires personnelles à lui, qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais même mon grand-père, il était avec son fils aîné, et quand ils sont sortis, il fallait pas se marier. Parce qu'il fallait attendre un temps de réadaptation après la sortie de Chila, l'effet du traitement qu'il fallait prendre, et c'est seulement au bout de 5, 6 ou une dizaine d'années qu'il fallait penser au mariage.
Mort, séquelles physiques, déplacement de population ou encore instabilité sociale, la lèpre aura laissé de nombreux traumatismes qui encore aujourd'hui restent et animent la mémoire collective. Et demain soir, vous verrez comment les traumatismes passés ont influencé les décisions des coutumiers à l'arrivée du premier cas de Covid-19 sur le territoire. Voici qui referme cette page consacrée à la santé. Et dans un tout autre registre maintenant, des redevances communales qui feraient grimper discrètement votre facture d'électricité. C'est ce que révèle l'association UFC Que Choisir qui s'est intéressée à la question. Plus d'1 milliard de francs sont reversés aux communes par les distributeurs d'électricité au titre de ces redevances. Si elles sont calculées sur le profit des distributeurs, ces redevances sont en fait prélevées sur le prix du kilowattheure et donc facturées à l'abonné. Les distributeurs qui n'ont rien à payer ne semblent pas embarrassés de faire monter les enchères lors de certains appels d'offres. On vous explique. Que cache le prix du kilowattheure? Parmi ces multiples paramètres se dissimulent des redevances communales. Surprenant puisqu'elles sont initialement prévues pour faire profiter les mairies des bénéfices dégagés par les distributeurs d'électricité. Pourtant, ces frais ne sont pas prélevés sur leur chiffre d'affaires, mais bien sur le prix du kilowattheure. C'est-à-dire que ces redevances sont payées par tous les abonnés du réseau. Elles s'élèvent en 2019 à plus d'1 milliard de francs. Si toutes les mairies n'en prélèvent pas, c'est Nouméa qui perçoit plus de la moitié de ces redevances. La mairie et son distributeur d'électricité EEC n'ont pas souhaité répondre à nos questions en plein appel d'offres. Cette discrète taxe à la consommation se négocie entre distributeurs et mairies lors des attributions de marché. Alors pour nous, ce n'est pas une situation normale puisque ce sont des situations dans lesquelles le distributeur négocie avec la commune et d'ailleurs il peut être enclin à être d'accord pour payer des redevances importantes dans la mesure où de toute façon ce n'est pas lui qui va payer, ça va être pris en charge par le système électrique. Donc lui n'a aucune raison d'être particulièrement pingre sur ses redevances ou de les discuter pied à pied avec la mairie puisque ça sera pris en charge de toute façon dans l'ensemble du système électrique par l'ensemble des abonnés. Un constat partagé par le gouvernement de Philippe Germain qui publiait un rapport en 2019 pour plafonner ses redevances à 8,6% de la marge commerciale. Cette limitation avait été décidée afin d'éviter que les sociétés distributrices proposent des montants à la hausse, sachant que celles-ci seraient in fine prises en charge intégralement par le système tarifaire. Depuis 2020, le plafond a été relevé à 11% par le gouvernement Thierry Santa, une décision poussée par les mairies. Cette redevance est importante pour l'aménagement de leur collectivité, celle-ci étant dans l'incapacité de lever l'impôt. Je crois que c'est une ressource qui existe, qui n'est pas négligeable, je le reconnais pour certaines communes, mais aujourd'hui on ne peut pas se permettre de ne pas l'avoir, enfin il faudra la remplacer par autre chose. Donc au bout du compte, c'est le consommateur d'une manière générale qui le paiera par le biais de l'impôt, par le biais peut-être d'une autre taxe, mais en tout cas il faudra avoir ce débat-là au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. L'AFD, tous les ans, produit un rapport sur la manière dont sont gérées les communes et je peux vous dire que ce sont des collectivités qui sont bien gérées en général. C'est la Chambre territoriale des comptes qui peut le dire, c'est le contrôle de légalité qui est fait par l'État. On n'a pas à rougir de la manière dont les communes de Nouvelle-Calédonie sont gérées. L'UFC Que Choisir a déposé plusieurs recours en justice contre ces redevances communales. Selon le rapport du gouvernement Santa, elles pourraient atteindre en 2021 1,2 milliard de francs. À Lifou, alors que le projet d'aménagement de Wé se poursuit avec l'ensemble des acteurs de l'île, le développement durable est de plus en plus privilégié. Coutumiers et institutions, au total une trentaine de personnes se sont réunies aujourd'hui en atelier au centre des discussions, la préservation de l'environnement. Détail avec Henri Nailolo. Cette carte, à un endroit ou à un autre, on a un espace qui a une richesse à part et qu'il faudrait peut-être pas clôturer, mais en tous les cas qu'il faudrait marquer et préserver et protéger. Réfléchir ensemble à un nouveau plan d'aménagement de la zone de Wé tout en intégrant les enjeux environnementaux, tel est l'objectif de ces ateliers qui a ravi les participants ce matin. Ce qui est bien, c'est qu'on a des questions, donc on n'a pas su répondre et que maintenant que on travaille avec l'administratif, du coup ils répondent un peu à nos questions. Tout ce qui est réglementation, statut, ils nous aident un peu à pouvoir améliorer demain si on a des projets, de pouvoir aller jusqu'au bout de nos projets.
Gestion des déchets, aménagement du littoral, voirie ou encore gestion de l'eau, tout est passé au peigne fin ou presque au Faré de la province des Îles. Collecte et préserver la ressource en eau potable. Ça va ou c'est pas fait du tout? C'est chaud, hein? Non, c'est chaud l'eau potable. On a beaucoup échangé sur la question de la gestion des eaux de ruissellement, les eaux de pluie. Et ça, souvent, plus on va artificialiser, on va créer des routes, des trottoirs, plus on va avoir du mal à gérer en fait ces eaux. Il faut les gérer parce que sinon, actuellement, elles finissent, elles risquent de finir en mer, ou alors continuer à polluer la lentille d'eau douce. D'autres ateliers sur l'économie, la mobilité, le transport ou encore sur le foncier viendront compléter cette deuxième phase avant de préconiser des actions communes pour 2022. Lancement aujourd'hui d'une plateforme participative sur Internet pour améliorer le code de l'environnement. Initiée par la province Sud, la collectivité qui souhaite modifier sa réglementation propose aux administrés d'y contribuer. On écoute Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud. Il est interrogé par Michel Pimbé. L'idée, c'est vraiment que le code de l'environnement soit beaucoup plus compréhensible, qu'il soit mieux accepté par la population, que ça ne soit plus un texte un peu hors sol, mais au contraire quelque chose qui à la fois continue à respecter l'environnement, mais qui soit beaucoup plus proche du besoin des Calédoniens de profiter de la nature pour leurs loisirs. Alors, une fois qu'on aura recueilli toutes les contributions du public, eh bien, ça sera travaillé par un groupe qui réunira des élus et les services de la 3DT. On fera ensuite, nous, l'exécutif des arbitrages, pour proposer le texte qui répondra le mieux aux attentes du grand public, tout en préservant nos obligations environnementales. Et puis après, ça va rentrer dans le circuit réglementaire, puisqu'il est prévu d'avoir des instances consultatives, un conseil scientifique, un conseil de protection de l'environnement. Et à l'issue de ce travail, ça passera en commission et ça sera voté en Assemblée de la province Sud. Et on espère voter d'ici septembre-octobre. Un mot de sport maintenant. Du 24 août au 5 septembre prochain, plus de 4400 athlètes vont s'affronter à Tokyo lors des Jeux paralympiques. Parmi eux, Pierre Fairbank et Nicolas Brignone. Depuis hier, nos athlètes handisport s'entraînent sur la piste du stade Yoshida de Kone. Ils profitent des conditions optimales en province Nord, proches des pistes des compétitions internationales. Je vous propose de les écouter. C'est vrai que à Kone, ils ont la chance d'avoir une piste olympique en Mando qui se rapproche le plus des pistes olympiques, les pistes les plus rapides aux Jeux et notamment en Suisse là, où tout le monde s'y rend et c'est là où on réalise les meilleurs chronos, à peu près 2 km/h de plus que sur une piste à Nouméa. Donc pour être affûté vers les derniers moments avant la compétition, c'est bien d'avoir les sensations de vitesse. Depuis quelques années, je suis resté longtemps bloqué à 50.2. Je crois que si je ne me trompe pas, ça doit faire 2-3 ans. Et j'ai toujours voulu descendre en dessous de 50. C'est quand même c'est une barre dure à atteindre. Et voilà, hier soir, c'est la première fois que je suis descendu en dessous de 50. Et ce matin, je le refais. Donc après, à voir ce que ça va donner en Suisse. Et j'espère pouvoir réitérer ça à l'international. Puis voilà. Prochaine compétition en Suisse où l'on espère que Nicolas restera sous les 50 secondes sur les 400 mètres. Vous venez donc d'entendre Pierre Fairbank et Nicolas Brignone interrogés par Adrien Espinoza. Voici qui referme cette édition. À suivre, les recettes bénéfiques du chef Gabriel Leviennois qui vous propose un plat à base de dawa. Puis 19h25, votre série française Clem. Je vous remercie pour votre fidélité. Belle soirée et à demain.